J'accueille Jean-Louis Coste. Jean-Louis Coste, bonsoir. Vous êtes né à Paris en 1954. Parallèlement à des études d'architecture, vous jouez dans des groupes de rock. Vous voyagez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En 1986, la musique devient votre activité principale. Et vous cessez de jouer avec des groupes pour créer seul des chansons aux paroles très crues. Vous faites sur scène des comédies musicales trash, des opéras porno, des disques, des films. Vous avez de nombreux procès. Vous écrivez dans des revues comme Hermaphrodite, Cancer, Bordel, ça plaît. Vous faites un texte plus long qui est publié, qui s'appelle Viva la Merda. Puis vous rencontrez Raphaël Sorin chez Fayard, où vous publiez Grand-Père, un bouquin assez impressionnant. Alors moi, je vous ai connu il y a 10 ans à l'époque de Paris Dernière, performer underground, super gore. Vous faisiez des horreurs sur scène, même moi j'étais choqué. Et aujourd'hui, je vous retrouve en écrivain célinien, pasolinien, bukowskien. Et votre livre est vraiment étonnant, vraiment un style, quoi. Alors le pitch, c'est la vie de votre grand-père, qui s'appelle Garnik Sarkissian, arménien plongé dans toutes les barbaries du XXe siècle. Quand on vous demande si c'est une autobiographie, vous dites qu'effectivement, vous avez un grand-père qui s'appelait Garnik, qui était immigré arménien, victime de pogrom. Et puis, il y a 4 mots comme ça, qui sont cosaque, légionnaire, bagnard et collabo. Et ces 4 mots ont finalement stimulé votre imagination et vous ont amené à écrire ce livre désespéré, épique et décapant, voilà. Voilà, ouais. Vous pouvez nous en lire un bout, là? Ouais, alors pour situer, en fait, bon, mon grand-père, après avoir fait cosaque, légionnaire, etc., il a été blessé à la guerre et ils l'ont lâché en France. Ouais. Et il n'avait pas de papier, pas de travail, il savait que tuer. Hein. C'est un type qui avait fait que massacrer à travers toute la terre. Donc ça, c'est dans les années 30. Il rencontre ma grand-mère dans le métro à Paris. Il la séduit avec sa moustache à la exotique, là. Et donc, ma grand-mère tombe amoureuse et veut le présenter à ses parents. Mais évidemment, ça fait un peu bug parce que ses parents, c'est un pavillon de banlieue. Et lui, il arrive arménien, cosaque, quoi. Et donc, il arrive dans le pavillon, il ne sait pas mettre les patins, il n'arrête pas de faire des gaffes sur gaffes. Servez-vous, le poulet est prêt, tout ça. Et lui, boumf, il prend le poulet, il crache les os dans le plat. Ouais. Et alors voilà, les lectures commencent. Et là, je mets les lunettes du prophète pour assurer. Donc il crache les os dans le plat comme ça. Oh, mais c'est dégoûtant! La mère roquette dans sa serviette, le père explose. Eh, mais tu nous en amenais beaucoup comme ça, des bougnoules? Eh, moi pas de bougnoules, moi Arménie! Répond le fiancé bourré. C'est le face-à-face des mâles devant les femelles. Le père descend son verre de rouge. Le fiancé descend son verre de rouge et le jette en arrière à la russe. Bam! Dans la vitrine au bibelot, la Sainte Vierge de Lourdes explose et fout de la neige partout. Tout le monde est couvert de flocons et d'éclats de verre. Une seconde de calme avant l'orgasme. Ma Sainte Vierge de Lourdes que maman m'avait offerte. Eh, mais c'est qu'il va tout nous bousiller, ce bico. Sainte nuit, Montjoie. Le père chope son fusil entre la tête de cerf et le saucisson. La vieille se sauve dans la cuisine pour protéger le chat. Minou, sauve-toi. La fiancée retient le fiancé qui veut tout niquer. Ouah, t'en madaga, toi, ouah, vas-y, quoi? Mon chéri, je t'en prie, calme-toi. Le père braque son fusil sur les couilles de l'amant de sa fille. Non, papa, non, pas les couilles. Le fiancé chope le canon du fusil. Ouah, quoi, toi, moi, cosaque. Bousculade, boum, bam. Le coup part. Le calibre 12 pète, mais les plombs ratent le fiancé, putain. Il traverse la cage du canari déchiqueté en plein cucu. Ok, bon, c'est un cosaque quand même, il comprend qu'il a en face de lui un calibre 12, alors il se casse. Le fiancé bat en retraite par la fenêtre. La fiancée, amoureuse de lui, pleure du sang, mais elle l'aime tellement qu'elle s'accroche à lui. Il piétine les rosiers et fuit vers la gare. Le père hurle au milieu de ses écus avec son fusil. Jamais, tu m'entends? Reviens jamais! La fiancée, jolie, heureuse, pimpante, voulait présenter son prince charmant à ses parents, mais les parents sont cons et le prince est lourd. Alors ça a mal tourné, évidemment. L'étranger l'a séparé des vieux Français pour l'éternité.
Voilà. Quand je disais Céline Bukowski, je crois que j'étais pas loin. Voilà. Alors, cette écriture, justement, a duré 6 semaines. Vous êtes enfermé dans une cave à Saint-Denis. Vous avez fait 1000 pages, sans orthographe, sans ponctuation. Et vous avez donné tout ça à Fayard. Ils ont remis ça en ordre. Avec 38 de fièvre, parce que vous êtes atteint d'un paludisme qui résiste aux médicaments. Hein. Oui, c'est ça, oui, que j'attrape en Guyane. Ouais. Vous êtes souvent en Guyane, hein? Ouais, parce que, bon, comme j'ai une vie dans une cave, finalement, soit parce que je fais de la musique, soit de la littérature, j'ai besoin de m'isoler complètement dans une cave. Et je fais des concerts, c'est encore dans des caves. Ouais. Donc, de temps en temps, ça me fait bien d'être en Guyane, en grand air, dans la jungle, loin d'Internet, loin de tout. Voilà, vous avez une cabane en Guyane, au milieu de la forêt amazonienne, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'Internet. Vous avez une machette et des boîtes de sardines. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et quand vous êtes arrivé là-bas, vous avez défriché votre terrain et vous avez foutu le feu, vous avez brûlé la moitié de la Guyane, ça a duré 2 mois. Moi, je suis arrivé en bon écolo, les petits singes, les petites tortues, machin, tout ça. Et bon, je me fais mon terrain, mais franchement, gentiment, quoi. Parce que là-bas, les gens, quand ils foutent le feu direct à la jungle, ils font le terrain avec du feu. Parce que la jungle est humide et ne peut pas prendre feu. Moi, évidemment, j'arrive en plein El Nino. Donc, la Guyane est sèche. Ce qui arrive tous les 1000 ans, quoi. Et je fous mon feu, mais gentiment au milieu du jardin, à la française, avec précaution. Non, non, surtout pas abîmer la forêt. Un petit feu au milieu du terrain. Et la nuit, j'entends pa, 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 pa. Tout le village était encerclé de flammes. Et c'était moi, l'étranger. En plus, je squattais mon terrain. Parce qu'en Guyane, on prend un terrain. Je l'avais pas acheté, le terrain. Et donc, il y avait le gros titre du journal, le cœur de la Guyane en feu. Un clandestin sur un abatis clandestin. C'était moi, quoi, carrément. Quand je suis reparti, mais tout penaud, parce qu'il faut prendre un petit avion. J'osais même plus aller au village. Hein. J'étais vraiment l'étranger qui a foutu la merde. Quand je suis reparti, je voyais toute la forêt en flammes au loin. Ça faisait 1 mois et demi que ça crame. J'adore. Et alors, quand je vous ai connu, vous étiez vraiment, donc, comme je l'ai dit, vraiment hardcore. Et puis là, j'ai l'impression quand même que vous découvrez une certaine spiritualité. Vous dites qu'il y a 2 ans à Dunkerque, à la sortie d'un show, vous êtes bourré, vous êtes à poil, enfin vous avez juste des chaussettes en fait. Et là, vous traînez dans la zone industrielle, près d'un centre Leclerc, et vous tombez sur un calvaire avec un Christ. Et là, d'un seul coup, voilà, il y a un retour à la spiritualité qui s'opère, non? C'est-à-dire, je suis sorti de la salle où je vais faire le spectacle. En général, après le spectacle, bon, c'est pas que je bois énormément, mais un bizarre effet de transe, je sais pas, mais entre l'alcool et l'excitation du spectacle, je suis complètement barré. Donc j'étais même à poil, il faisait super froid, hein. Il gelait, tout était glacé. Et je vois, bon, c'est que des supermarchés, des zones industrielles, la salle était un squat au milieu d'un échangeur. Alors bon, ça allait être détruit, quoi. Et je vois cette croix qui se dresse dans une sorte de petite jungle. Je vais là-bas, bon, comme ça. Quand on est beau, on fait tout, je passe la grille en fer forgé et tout. Un truc moyenâgeux, quoi. Je vois une source. Et bon, je savais que quand il y a une source, j'ai capté que c'était une source magique ou un truc. J'ai pissé dedans, en disant je vais faire une offrande. Après, j'ai regardé ce Christ et d'un coup, franchement, je tombais à genoux, mais un truc de malade. Alors, je suis pas du tout pratiquant. Mais sérieux, j'ai capté trop, mais c'était au niveau de la pitié. Je me suis dit, il fait super froid. Tout le monde s'amuse là dans cette salle à se défoncer et tout ça. Et ce mec à poil crucifié, personne n'en a rien à foutre. Ça m'a vachement touché. Et maintenant, j'ai compris que c'est une religion, même le plus puissant des papes ou des rois, il a une victime sur son... Une victime, quoi, là. Alors que toutes les religions présentent des gens glorieux. Le Bouddha en or, bien gras. Non, ou le Christ ressuscité, comme en Orient. Et là, en Europe, les mecs, ils mettent le mec dans la merde. Ça m'a super touché, parce que moi, je suis quand même un clochard, quasi. J'ai vu un mec dans la merde, et vraiment, depuis ce jour-là, je m'intéresse vachement au rituel catholique. C'est peut-être mon côté chaud, théâtral et tout ça. Et je m'intéresse beaucoup au catholicisme du point de vue du rituel. Vous avez raison. Jean-Louis Cos, grand-père, chez Fayard, mesdames, messieurs. Alors, vous n'avez pas fini d'écrire, Jean-Louis Cos, vous dites « Je m'enfoncerai toujours plus en moi-même, sans répit, jusqu'à ce que je trouve la sortie ». Vous êtes vraiment parti dans le truc, quoi. Ouais, je pense que je vais m'enfermer dans ma cave. Il y a un tunnel qui va s'ouvrir à l'infini, et là, je vais voir qu'il y a un autre monde à l'intérieur de ma tête qui est plus grand que l'Amazonie. Ouais. Alors, on va faire une interview à prendre ou à laisser.